Bonjour à tous, bienvenue effectivement sur ce premier atelier dédié au solaire, atelier qui est organisé par notre grand territoire TEPOS. Et si je parle d'un grand territoire, c'est parce qu'il a la particularité, chose très rare, de recouvrir trois agglomérations, Grand Annecy, Grand Chambéry et Grand Lac, réunis avec le parc des Bauges, le parc naturel des Bauges, dans un même territoire TEPOS. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous avons souhaité organiser notre rencontre annuelle, certes de façon un peu originale, crise sanitaire oblige, donc à travers ces quelques webinaires. Mais nous avons souhaité maintenir effectivement cette organisation pour créer un lien avec les élus et notamment les nouveaux élus de nos territoires, et pour leur dire que l'un des objectifs de ce TEPOS, c'est d'être vraiment à leur côté pour les accompagner dans tous leurs projets autour de la transition énergétique. Alors, pourquoi un atelier dédié au solaire? Parce que d'abord, c'est un axe commun très important de nos trois plans climat, air, énergie territoriaux, dont deux sont aujourd'hui approuvés et le troisième, celui de Grand Annecy, est en cours de finalisation. Et c'est vrai que nous avons, dans l'ensemble de ces trois plans climat, souhaité mettre un vrai coup d'accélérateur à l'évolution de l'usage du solaire. Nous avons d'ailleurs, dans ce cadre-là, et pour parvenir à cela, mis en service nos trois cadastres solaires qui sont à disposition gratuitement de tous et qui permettent d'avoir une première approche, une première sensibilisation autour des capacités solaires, des toitures ou des parkings de nos trois territoires. Je voudrais aussi rappeler que nous avons la chance en Savoie d'héberger l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, qui peut apporter une expertise très précise sur la question du solaire au sens large, qui peut apporter une expertise sur les projets ou les actions innovantes que le secteur public ou le secteur privé souhaiterait développer. Sachant que l'INES propose aussi des formations au sujet du solaire, pour ceux ou celles d'entre vous qui voudraient aller plus loin sur cette question. Voilà, je ne vais pas être plus longue, simplement vous dire que l'objet de cet atelier, c'est de parler, de faire un petit peu le distinguo entre solaire thermique et photovoltaïque, puisqu'il s'agit de deux éléments bien différents. Et c'est Hugo Bérard de l'ASDER qui va vous donner les premières pistes pour vous aider à prendre en main ce vaste sujet et surtout vous apporter aussi des éléments sur les partenaires qui peuvent vous accompagner dans les projets que vous ne manquerez pas de vouloir porter pour le compte de vos collectivités. Voilà, Hugo, je vous tends le micro. N'oubliez pas de présenter également l'ASDER, que je ne le fais pas, mais je vous laisse le soin de le faire. Tout à fait, donc merci et bonjour à tous. Donc effectivement, Hugo Bérard de l'ASDER. L'ASDER, on est une structure associative qui existe bientôt depuis 40 ans et on accompagne l'ensemble des maîtres d'ouvrage du département de la Savoie sur toute leur démarche de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables. Quand je dis maîtres d'ouvrage, c'est à la fois les particuliers, les copropriétés et les collectivités territoriales. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été sollicité pour intervenir aujourd'hui dans cette démarche d'accompagnement des collectivités dans leur démarche de développement des énergies renouvelables. Donc, l'objectif, on va parler de solaire thermique, photovoltaïque. Je ne sais pas si Sarah, tout le monde voit la présentation, parce que moi, je me vois en grand écran. Voilà, super. On peut juste rapidement commencer par l'évolution des prix des énergies ces dernières années. On voit le graphique qui est assez parlant. L'ensemble des énergies deviennent de plus en plus chères. La ligne du bas, qui est à zéro, c'est l'énergie solaire, qu'elle soit thermique ou photovoltaïque. On a une ressource qui est inépuisable et gratuite. Alors, gratuite sur la ressource, bien sûr. On a des coûts d'investissement et de maintenance et d'entretien qui font que ce n'est pas une énergie gratuite, mais c'était quand même pour remettre l'intérêt de cette énergie solaire dans le contexte d'augmentation du coût des énergies. Je te laisse passer la diapo suivante.
Merci Hugo. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer le solaire thermique? Parce que l'idée de ces ateliers, c'est de rendre simple et compréhensible à tous les élus du territoire TEPOS. Et il nous semblait intéressant de pouvoir expliquer, revenir à la base de ce que c'est que le solaire thermique. Et je te passe la diapo. Merci. Effectivement, il y a deux grandes technologies quand on parle de solaire. Le solaire photovoltaïque pour la production d'électricité et le solaire thermique pour la production de chaleur. Donc, on va commencer par le solaire thermique. On a deux principales utilisations. Chauffer de l'eau. C'est des chauffe-eau solaires. Tu peux rester sur la première. Des chauffe-eau solaires individuels, donc en maison ou en collectif sur des copropriétés. Et puis, on peut également avoir des systèmes combinés où on va avoir et de la production d'eau chaude sanitaire et de la production de chaleur pour le chauffage d'un logement. Comment est-ce que ça fonctionne, un chauffe-eau solaire thermique ou un système solaire combiné? On va avoir des capteurs solaires qui vont pouvoir être posés en toiture ou alors sur châssis, en façade ou au sol, et qui vont capter l'énergie solaire et la transmettre à un fluide caloporteur à travers des canalisations, ce qui va permettre de chauffer un ballon d'eau chaude, ce qui va permettre de produire l'eau chaude du logement. Pour une famille de 4 personnes, on va avoir entre 3 et 4 mètres carrés de capteurs solaires, un investissement compris entre 4 et 5 000 euros. Et ça peut permettre de réduire les consommations d'eau chaude sanitaire pour ce chauffage de 50 à 70%. Il est toujours nécessaire d'avoir un appoint dans ce type de configuration parce qu'en hiver, on ne va pas pouvoir atteindre une production de l'ensemble des besoins nécessaires au chauffage de l'eau. Et donc, on va devoir un appoint qui peut être électrique, mais qui peut être aussi gaz ou du bois énergie, par exemple. On va également pouvoir, avec un circuit un petit peu différent, avoir des systèmes qui vont à la fois chauffer l'eau du logement, mais également chauffer le logement à travers des planchers chauffants ou des radiateurs. Et là, on va avoir des surfaces de capteurs plus importantes, entre 10 et 20 mètres carrés, en fonction à la fois de la surface du logement et puis de ses capacités thermiques. Est-ce qu'on a un logement qui est plus ou moins consommateur en énergie? Et du coup, un investissement qui va forcément être plus conséquent, entre 13 et 20 000 euros. Je te laisse passer à la diapo suivante. Super. Ça, c'est simplement dans le cadre, on voit qu'on a un graphique peut-être un peu compliqué de premier abord, mais sur la bande jaune d'en bas, c'est les besoins en eau chaude sanitaire d'un logement qui sont globalement constants toute l'année. Donc, on n'a pas trop de difficultés à dimensionner des systèmes solaires afin de produire les besoins en eau chaude sanitaire pour chauffer cette eau. C'est un petit peu plus complexe quand on a des systèmes combinés pour produire du chauffage, parce qu'on voit sur les deux parties latérales en rose, en hiver, des besoins qui sont plus importants. Et donc, du coup, toute une nécessité d'adapter au mieux la surface de capteur par rapport à ce besoin qui, en été, devient très faible, voire nul, et du coup la question de la gestion de la surproduction quelque part d'énergie thermique. Et là, Hugo, tu nous parles de logement, mais si je me mets à la place d'une commune, dans, je ne sais pas, son école, sa mairie, est-ce que c'est les mêmes questions à se poser par rapport à l'eau chaude sanitaire et aux besoins de chauffage? Alors, effectivement, ça, il y a, je pense, une diapo par la suite qui fait allusion, mais pour les collectivités, c'est quelque chose d'extrêmement important d'arriver à définir précisément justement ces besoins, parce qu'on n'a pas forcément dans des bâtiments collectifs des besoins d'eau chaude sanitaire qui sont à la fois constants sur l'année et qui sont importants, et du coup, tous les bâtiments ne s'y prêtent pas. Il faut quand même autant des logements, ça peut très bien s'y prêter, autant sur des bâtiments publics collectifs, il faut analyser un peu plus finement cette notion de consommation d'eau chaude sanitaire. Pour le chauffage, ça peut être plus simple, même si aujourd'hui, malheureusement, on voit encore trop peu de systèmes solaires combinés qui vont à la fois permettre de fournir une énergie pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire.
D'accord. Et si j'ai une piscine, c'est intéressant ou c'est pas intéressant? Si, ça peut être intéressant, effectivement, bien sûr, pour chauffer une piscine. Mais là, on est sur des installations qui sont effectivement des installations de surface très importantes. Mais oui, oui, des piscines avec des besoins d'eau chaude sanitaire constants sur l'année, effectivement, c'est des bâtiments qui se prêtent très bien à des installations solaires thermiques. D'accord. Des piscines, voire des campings municipaux également, avec des besoins en été très importants sur l'eau chaude sanitaire. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire, quand on voit tout ça, les avantages, les inconvénients du solaire thermique? Ouais, bien Je te sûr. laisse la diapo même. Je vais juste passer la diapo suivante. Euh, on va avoir voilà, on a sur du solaire thermique, alors pour la production à la fois de chaleur et de chaude sanitaire, entre 400 et 800 kWh par mètre carré et par an, ce qui est ce qui commence à être des productions assez intéressantes, d'autant plus en montagne, où on va avoir du coup une saison de chauffage qui va être plus importante, et donc une productivité au mètre carré de capteurs qui va être également plus importante. Euh, Quand on a un système qui va uniquement permettre de produire de l'eau chaude sanitaire, on peut espérer 50 à 70% d'économie d'énergie sur la production de chaleur pour le chauffage de l'eau. Et quand on a un système solaire combiné, donc qui fait à la fois l'eau chaude sanitaire et le chauffage, on peut espérer 30 à 60% de couverture des besoins. C'est le gros avantage, une source d'énergie qui est gratuite et inépuisable. L'investissement, c'est par contre un inconvénient avec des systèmes qui sont relativement onéreux, entre 1000 et 1500 euros du mètre carré de capteurs, même si pour les collectivités, il y a des dispositifs de soutien et d'aide à l'investissement dont on détaillera un peu plus tard les modalités. Et puis, l'inconvénient également, c'est la nécessité d'un appoint. Quand vous avez un système classique au gaz, au bois, à l'électricité, vous avez une seule source d'énergie, du solaire thermique. Il va vous falloir, en plus de vos modules thermiques, un appoint pour fournir le complément d'énergie que le solaire ne pourra pas fournir. Alors, j'ai une question en direct que tu vois peut-être apparaître, c'est de savoir si la réduction de 50% dont tu parles sur le chauffe-eau, c'est avec l'appoint hivernal ou sans? En fait, là, quand je présente par exemple un chauffe-eau solaire, 50 à 70% des besoins vont être fournis par le solaire. Ça veut dire que par rapport à une situation initiale où vous aviez, mettons, un chauffe-eau électrique qui fournissait 100% de la chaleur pour le chauffage de l'eau chaude, et ben, une fois que vous aurez mis en place votre chauffe-eau solaire, vous aurez plus que 50% de consommation électrique. Donc, vous divisez par deux vos consommations électriques par rapport à la situation initiale. Je ne sais pas si la réponse est claire par rapport à l'attendu de la question. Et j'ai une autre question qui n'est pas très claire pour moi, mais peut-être que Hugo, tu peux y répondre, qui questionne sur le chauffage solaire réversible pour le confort d'été. Qu'est-ce que je ne sais pas exactement ce que ça sous-entend. Souvent, on parle de réversibilité avec des pompes à chaleur, où on va pouvoir produire de la chaleur en hiver et puis faire une forme de rafraîchissement en été. Dans le cadre de l'énergie solaire, ça va être quand même plus compliqué. On est uniquement là pour produire de la chaleur et on ne va pas pouvoir faire de rafraîchissement pour le confort d'été. Si j'ai bien interprété la question. Alors, je vous propose, si les réponses n'ont pas été assez précises, de nous re-questionner dans l'onglet questions. Et ceux qui veulent apporter d'autres réponses dans les participants à ces questions, n'hésitez pas non plus. Donc, ce que je propose maintenant, c'est qu'on passe au solaire photovoltaïque. Est-ce que tu peux, comme pour le solaire thermique, nous reprendre les bases du solaire photovoltaïque pour nous expliquer plus en avant, s'il te plaît, Hugo? Et je te mets la diapo. Super. Ah non, on avait oublié. Des points de vigilance. Des points de vigilance sur le solaire thermique. On va essayer au maximum d'orienter les capteurs au sud, plus ou moins 45 degrés sud-est à sud-ouest.
On peut également avoir des installations qui restent énergétiquement et économiquement acceptables avec des orientations à l'est ou à l'ouest. Et on va avoir une inclinaison minimale à rechercher d'au moins 25 degrés pour avoir des installations qui restent fonctionnelles. On l'a déjà mentionné, il y a un gros travail d'évaluation des besoins en eau chaude sanitaire, surtout pour les collectivités des bâtiments collectifs avec des besoins qui ne sont pas forcément aussi simples que ceux de logement. Et du coup, un point d'attention assez important justement par rapport à des bâtiments communaux qui peuvent se prêter très bien à ces technologies, mais certains qui peuvent ne pas s'y prêter du tout. Très bien. Alors, j'ai d'autres questions. Une que tu vas voir apparaître qui te demande si c'est impossible de coupler le chauffage et la climatisation dans un même bâtiment comme une bibliothèque. Pour moi, il n'y a pas de problème principal à coupler du chauffage et de la climatisation dans une bibliothèque. On va avoir des installations qui vont être destinées à du chauffage, dont une partie peut être fournie par l'énergie solaire. Et puis, on va avoir d'autres équipements, d'autres systèmes qui vont permettre de faire du rafraîchissement. Après, il y a de multiples manières de chauffer et de multiples manières de climatiser, mais il n'y a pas de contre-indication à avoir les deux en même temps. Après, par contre, ce qu'on peut répondre, c'est que, et ça vous le verrez dans l'atelier sur la rénovation énergétique, c'est que c'est une clé dans la réflexion sur les bâtiments, c'est d'anticiper la rénovation par rapport aux températures extérieures, donc au froid en hiver, et aussi réfléchir la rénovation du bâtiment par rapport aux canicules d'été. Pour limiter l'apport d'une climatisation qui soit électrique, mais plutôt de voir si vous pouvez arriver dans votre bâtiment à avoir un confort d'été qui ne nécessite pas d'avoir une climatisation qui soit électrique et donc qui consomme de l'électricité. Après, ce qu'on verra aussi dans l'atelier à 15h sur les énergies thermiques, c'est les pompes à chaleur et cette question de la réversibilité entre chauffage et climatisation. Donc, je te laisse passer au solaire photovoltaïque et donc il y aura une question sur la question de l'intégration des panneaux, mais je la poserai après. Très bien. Du coup, le solaire photovoltaïque, je ne sais pas si tout le monde voit la diapo. Donc là, on est sur une production décentralisée d'électricité. Un rapide schéma à gauche où j'ai redétaillé les différents composants d'une installation. Donc, on a en toiture ou en ombrière ou au sol des modules photovoltaïques qui vont produire du courant, un courant qui va être un courant continu, et un second organe très important qui est l'onduleur, qui va permettre la transformation de ce courant continu en courant alternatif qui est utilisé dans l'écrasante majorité de nos appareils au quotidien. Ce courant, il va pouvoir être soit injecté sur le réseau pour être distribué via le réseau public Enedis, ou soit il va pouvoir être autoconsommé sur les installations de consommation. On y reviendra plus tard. Simplement, aujourd'hui, pour vous donner quelques ordres de grandeur, la durée de vie des modules, c'est entre 30 et 40 ans. Et la durée de vie des onduleurs, c'est entre 10 et 15 ans. C'est-à-dire que sur une installation, mettons qu'il y a une durée de vie de 30 à 35 ans, on va pouvoir changer 1 à 2 fois l'onduleur. En toiture, ce qui est souvent le cas de projets portés par les collectivités, on a différentes possibilités d'implantation. On va pouvoir les implanter sur une toiture inclinée. Là, on voit, j'ai mis 2 illustrations sur des bacs acier ou sur une toiture en tuiles. On peut également implanter ces modules sur une toiture plate, soit avec des systèmes lestés ou soit avec des systèmes collés quand on a des étanchéités bitume. Et puis également, quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est la question des ombrières de parking, avec du coup le solaire photovoltaïque qui va rendre un double service, à la fois production d'électricité, mais également fourniture d'un service à l'usager des parkings en limitant les surchauffes sur les véhicules.
Donc, je pense qu'on a tous compris. Moi, ce que j'entends souvent, alors que ce soit de collectivités ou de personnes avec qui je parle quand je leur parle de la transition énergétique, c'est plein de remarques, comme par exemple, non, mais on va pas développer le solaire parce que de toute façon, c'est pas recyclable les panneaux solaires et en plus, ça vient de Chine. Est-ce que tu aurais des réponses à apporter à ça? Il y a effectivement beaucoup d'idées reçues sur les modules photovoltaïques et dont la filière pâtit quand même de manière assez importante. Les modules photovoltaïques ne sont pas recyclables, on l'entend souvent. Ça a pu être vrai à une époque, aujourd'hui c'est plus le cas. Ils sont composés principalement de silice, ces modules photovoltaïques, ce qui est du sable quelque part, et ils sont aujourd'hui recyclés à 95%. Il y a d'ailleurs un centre de recyclage qui est implanté dans les Bouches-du-Rhône, donc ce qui reste on va dire, assez local à l'échelle du monde globalisé d'aujourd'hui. On entend aussi souvent une phrase qui est que le solaire photovoltaïque, ça va moins produire d'énergie que ce qu'il n'en aura fallu pour fabriquer le panneau. Ça, c'est pareil, c'est un argument qui est faux. Quand on regarde la quantité d'énergie qui a été nécessaire à fabriquer le panneau solaire, à la fois pour la fabrication des cellules, des cadres, son transport, cette quantité d'énergie, elle aura été restituée par la production du module photovoltaïque en moins de 2 ans en France. Donc, quand on a des modules qui vont durer entre 30, 35, 40 ans, on voit que sur le bilan énergétique, on est sur une technologie qui est extrêmement vertueuse. Et après, on entend également beaucoup cette phrase-là, le PV, c'est polluant. Alors, la pollution, ça veut tout et rien dire. Il y a de multiples facteurs de pollution. Si on s'arrête sur les émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2, effectivement, comme on a besoin d'énergie pour fabriquer un module photovoltaïque, cette énergie, en fonction de la manière dont elle est produite, il va y avoir un contenu CO2 de chaque module qui va être plus ou moins important en fonction de sa provenance géographique. Un module qui est fabriqué en Chine, avec un mix électrique chinois très carboné, avec beaucoup de charbon, va avoir un contenu carbone beaucoup plus élevé qu'un module qui est fabriqué, par exemple, en Norvège, avec un mix électrique largement hydraulique. Malgré tout, aujourd'hui, le contenu carbone d'un module photovoltaïque, c'est 44 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure produit. C'est moins que le contenu carbone moyen du mix électrique français, qui est à peu près à 80 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. Et c'est encore beaucoup moins que le mix européen, parce qu'en France, on a quand même une électricité qui est assez décarbonée, de par la grande part de nucléaire dans le mix électrique français. Donc voilà, on voit qu'on a quand même une technologie qui est au niveau CO2 assez vertueuse également. Alors, j'ai une question en lien, pas avec les idées reçues, mais sur ce que tu expliqué juste avant par rapport à la pose des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Et je voudrais voir si Marie-Claire est prête à répondre, parce que c'est une discussion qu'on a eue dans un comité de suivi TEPOS il y a 1 ou 2 mois. Donc, déjà voir toi la réponse. La première, c'est dans les zones qui sont soumises à l'accord des architectes des bâtiments de France. Est-ce que tu sais les possibilités, les obligations pour installer soit des chauffe-eau solaires, soit des panneaux photovoltaïques? Allô? Tu attends une réponse de ma part ou Hugo? J'avais savoir si Hugo il avait une réponse, et sinon Marie-Claire en tant qu'élue et suite aux discussions qu'on a eues, je pense que c'est intéressant d'y répondre et je compléterai si besoin. Ok. Je vais laisser Hugo répondre sur le plan technique. Il n'y a pas de contre-indication majeure à implanter des modules solaires thermiques ou photovoltaïques dans des zones à caractère architecturaux autour des monuments historiques. Simplement, au moment de la déclaration préalable de travaux, celle-ci va être transmise à l'ABF qui va donner un avis sur le projet qui est porté par la collectivité en l'occurrence, et qui va émettre des recommandations pour intégrer
du mieux possible ces modules thermiques ou photovoltaïques au patrimoine architectural local. Et souvent, nous, ce qu'on conseille aux maîtres d'ouvrage qui portent des projets thermiques ou photovoltaïques dans des périmètres de protection, c'est d'amorcer en amont une discussion avec les architectes des bâtiments de France pour pouvoir au mieux prendre en compte justement en amont les potentiels préconisations et remarques des services du patrimoine afin de tout de suite avoir un projet qui fasse consensus à la fois en termes énergétiques et à la fois en termes de préservation du cachet architectural du bâtiment en question. Alors, sur le plan, on va dire, un peu plus politique, c'est vrai que les architectes des bâtiments de France sont très attachés à la préservation des patrimoines, coûte que coûte. Donc, quand on est très attaché coûte que coûte à développer des ENR, parfois il peut y avoir quelques incompréhensions. C'est vrai aussi que dans certains secteurs, les ABF ont un avis conforme. Donc, on est tenu de respecter cet avis. Et c'est vrai aussi que, du coup, il peut y avoir un petit peu disons, d'évolution suivant l'ABF qui traite le dossier, suivant le territoire sur lequel on est. C'est pour ça qu'on a évoqué le sujet à plusieurs reprises dans le cadre du TEPOS et qu'il nous semble important à l'échelle des agglomérations de rencontrer les ABF afin d'essayer de dézoomer et d'avoir une réponse globale à apporter, voir avec eux dans quelles conditions, quels critères doivent être mis en avant auprès des pétitionnaires et des personnes qui déposent des permis pour que leur projet soit accepté en aval. Donc, c'est effectivement un sujet qui est assez d'actualité puisque nous avons l'intention assez rapidement de prendre contact avec les ABF des différents territoires pour travailler en amont avec eux. Je précise aussi que sur le cadastre solaire de Grand Lac, et je ne me rends pas compte si c'est le cas sur les deux autres, ces zones-là sont identifiées. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de cliquer ou de décliquer et de savoir si la toiture qui intéresse est soumise ou pas à l'accord des ABF. Mais merci Marie-Claire pour ces précisions. Hugo, je te laisse continuer. Il y a une question, mais à laquelle tu vas répondre après, sur la durée moyenne de l'amortissement de ce type d'investissement. Donc, ce que je te propose, c'est de reprendre sur la question du solaire photovoltaïque. Quelle question à se poser, savoir est-ce que on va sur une pause et de la vente en totalité ou de l'autoconsommation. Donc, je te mets la diapo maintenant. Sarah, il y a juste quelques questions aussi sur le chat qu'il faudra regarder. Merci Pierre-Jean. Ouais, simplement pour finir sur les ABF, je vois une remarque sur le chat, effectivement, sur des zones très contraintes, sur lesquelles on a un impératif d'avoir une intégration maximale de l'installation, notamment photovoltaïque. On peut avoir des produits comme des ardoises photovoltaïques, voire même des tuiles photovoltaïques qui permettent une très très bonne intégration, même si c'est des produits qui sont beaucoup plus chers que des modules classiques. Sur la question de la vente ou de l'autoconsommation, c'est souvent des questions qu'on se pose. C'est les deux manières de valoriser l'énergie. Soit l'énergie photovoltaïque produite, on va la vendre en l'injectant sur le réseau de distribution, ou soit on va l'autoconsommer, donc en autoconsommant directement sur les installations de production du bâtiment et en réinjectant le surplus sur le réseau. Il n'y a pas de scénario plus intéressant qu'un autre a priori. Ça va dépendre des consommations du bâtiment et de la surface de l'installation qu'on peut installer en toiture.
Par exemple, sur un bâtiment avec de très fortes consommations électriques, l'autoconsommation peut être une très bonne solution. Ici, c'est le cas. J'ai mis un petit graphique où on voit en vert la production d'une centrale photovoltaïque en toiture et en rouge la consommation électrique du bâtiment tout au long de l'année, donc sur les 12 mois, et c'est une consommation qui est heure par heure. Donc là, dans ce cas-là, on voit que quasiment à chaque instant, la consommation électrique du bâtiment est plus importante que la production de la centrale. Même l'été, on a ici un mois de vacances où les besoins chutent, les besoins résiduels sont encore largement capables d'absorber une part importante de la production de l'installation photovoltaïque. Donc là-dessus, c'est un schéma qui est très favorable à l'autoconsommation parce qu'on a une adéquation entre d'une part les consommations et d'une part la production. Et ça permet de valoriser l'énergie électrique produite au prix de l'abonnement électrique du bâtiment. Si ici, mettons, le lycée en question paye l'électricité à 15 centimes le kilowattheure, et ben, toute l'énergie qu'il aura autoconsommée va permettre d'être quelque part valorisée à ces 15 centimes du kilowattheure puisqu'elle ne sera pas tirée du réseau. On a aussi des schémas qui sont beaucoup moins favorables à l'autoconsommation. Si Sarah, tu peux juste passer la diapo suivante, c'est, mettons, une école, par exemple, avec une très grande surface de toiture, mais des consommations qui sont intermittentes. L'école, elle va être fermée 2 mois l'été, 15 jours à Toussaint, à Noël et à Pâques. Elle est fermée également le samedi et le dimanche. Donc, on va avoir des besoins de consommation qui ne vont pas être en adéquation avec la production photovoltaïque qui, elle, est constante tous les jours, qui est toujours présente tous les jours de la semaine et tous les jours de l'année, avec notamment une production importante l'été. Là, on voit sur ce graphique, toute la partie jaune, c'est de l'énergie qui est produite en surplus. Donc là, on se rend compte qu'on a beaucoup de surplus par rapport à l'énergie autoconsommée en vert. Et donc, on est dans un schéma qui est favorable à une configuration de vente totale de l'énergie produite et pas d'autoconsommation. Donc, sur chaque projet, on va, en fonction de la surface de toiture disponible et des consommations du bâtiment, choisir quel mode de valorisation de l'énergie est le plus pertinent, vente ou autoconsommation. Alors, je pense que tu peux enchaîner, ça permettra de répondre à une question sur la partie… La rentabilité, tout à fait. Quelle est la rentabilité photovoltaïque? Alors là, rentabilité, tout dépend de quel seuil on attend et de quel type d'installation on met en place. Là, dans cette diapo, je me suis focalisé sur des installations en toiture, par exemple, et sur des puissances inférieures à 100 kW crête. Pour donner un ordre de grandeur, 100 kW crête, c'est déjà 500 mètres carrés de module. Donc, pour un bâtiment collectif, ça fait déjà une belle toiture. Le prix de la vente du courant produit, il dépend de la puissance de l'installation. Et on voit que pour une toute petite installation, 3 kW crête, ça c'est le graphique de gauche, on va vendre l'énergie à près de 18 centimes le kilowattheure. Une installation de 100 kW crête, on va la vendre quasiment 2 fois moins cher, à moins de 10 centimes le kilowattheure. Alors en termes de rentabilité, ça c'est le tableau de droite, c'est des chiffres moyens, standards. J'ai mis trois types d'installations. Une installation de 100 kW crête, ça représente 500 mètres carrés de module, c'est ce qu'on pourrait trouver sur un gymnase. Une installation de 36 kW crête, 180 mètres carrés de module, ça peut être une installation qu'on va pouvoir mettre en place sur une école par exemple. Et puis 9 kW crête, une petite installation, 50 mètres carrés de module, potentiellement sur la toiture d'une petite mairie. En termes d'investissement, une installation de 100 kW crête, c'est entre 110 et 120 000 euros tout compris. Et on va avoir un temps de retour brut sur investissement d'environ 14 ans. Une installation de 36 kg, on va avoir un investissement moindre, mais du coup des recettes moindres, et un temps de retour qui va être à peu près équivalent, 15 ans. Et puis pour un 9 kg, on a des temps de retour qui sont plus longs, parce qu'on n'a pas d'économie d'échelle sur ce type d'installation. Là, c'est des temps de retour qui sont
des moyennes, on a des installations bien mieux exposées qui permettent de diminuer ce temps de retour. On a aussi des installations plus complexes, sur des toitures plus difficiles à équiper et qui les font augmenter. Donc après, chaque installation a ses propres caractéristiques, mais c'est l'ordre de grandeur. On est sur les temps de retour qui sont bruts, hors subvention. Il y a des dispositifs d'aide dont on détaillera par la suite les modalités qui permettent justement d'améliorer la rentabilité de ces projets-là. Je vois une question à laquelle je peux répondre tout de suite, qui est on peut certainement combiner les deux systèmes, autoconsommation et revente. La réponse, c'est non. C'est-à-dire que soit on choisit la vente totale sur le réseau, et c'est un contrat qu'on a pour 20 ans avec EDF, obligation d'achat, ou soit on choisit l'autoconsommation avec revente du surplus, c'est-à-dire que toute l'électricité qu'on autoconsomme, eh ben, elle est effacée de notre consommation électrique habituelle, et le surplus va être vendu sur le réseau, donc il n'y a pas de perte d'énergie, mais par contre, la vente de ce surplus, elle se fait à un prix moindre, et bien moindre que si on était dans le cadre d'une vente totale. Du coup, économiquement, pour que ce soit intéressant d'autoconsommer et d'injecter le surplus, il faut quand même avoir un taux assez important d'autoconsommation. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que quand on a des financements publics venant de l'État ou de la région, par exemple, au moment des projets d'autoconsommation avec revente du surplus, on ne peut pas revendre le surplus à EDF obligation d'achat. Donc, il faut passer par un acheteur autre qui rachète le surplus de l'électricité. Et donc, il y a des tarifs qui sont vraiment plus bas. On a le cas, nous, au parc, avec l'Ombrière, où on a une partie en autoconsommation collective avec revente du surplus. Et comme on a eu des financements dans le cadre de TEPCV pour la construction de cette ombrière, on ne peut pas avoir le tarif d'EDF réglementé. Ce qui fait qu'il faut prendre ça avoir ça en tête quand on fait son plan d'investissement. Après, le modèle d'autoconsommation collective, c'est encore quelque chose d'un petit peu différent et d'un petit peu nouveau. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation sur ces points-là. Mais même sans l'autoconsommation collective, comme c'est des financements publics, on ne peut pas demander des financements régulés, en tout cas. Il y a d'autres questions sur les risques d'incendie en toiture. Si on met on pourrait le rajouter dans nos idées reçues. Si je mets des panneaux photovoltaïques sur ma toiture d'école, par exemple, est-ce qu'il y a un risque incendie qui est plus fort ? Globalement, c'est assez difficile de répondre à ça. J'ai pas des chiffres très précis en tête, mais j'avais lu des études allemandes qui montraient que le risque incendie était extrêmement faible par rapport au nombre d'installations photovoltaïques en service et au nombre d'installations qui avaient eu des dommages suite à des incendies. Donc, il y a très peu de risques là-dessus, et notamment sur des bâtiments comme des écoles qui sont des ERP, établissements recevant du public. Il y a la nécessité de faire passer des bureaux de contrôle, notamment sur toutes ces questions de risques à la fois structurels et puis électriques, et ce qui permet de s'assurer qu'on a des installations conformes au niveau électrique et de limiter au maximum justement ces risques d'incendie. Merci. Alors, ce que je te propose, c'est de continuer, puisque si on veut tenir dans 1 heure, et on va avancer. Donc, je te mets l'autre diapo et je la partage en grand écran. Oups, pardon. La diapo suivante, du coup, là, les précédentes diapos, on était sur des installations solaires photovoltaïques en toiture. On peut également, pour des projets de puissance un peu plus importante, travailler sur des projets en ombrière. C'est un potentiel qui est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parkings avec des surfaces importantes et sur lesquels on peut mettre en place justement ce type d'installation. Et également des projets au sol. Pour les projets au sol, on va quand même chercher à
à implanter les centrales sur des surfaces anthropisées. Ce que j'appelle anthropisé, ça va être des anciennes décharges, des anciennes carrières, des anciens sites industriels. L'objectif étant de ne pas faire entrer en concurrence l'objectif de production d'énergie et puis la fonction alimentaire des espaces agricoles initiaux. Mais sur l'ensemble des surfaces actuelles, il y a beaucoup de sites de ce type-là, anthropisés, sur lesquels on peut entreprendre des projets photovoltaïques de grande ampleur. Et là, on a des développements qui sont plus complexes, mais également, on peut attendre des rentabilités plus importantes. Et simplement, au-delà de 100 kW crête aujourd'hui, et bientôt ce plafond va être relevé à 500 kW crête, on n'a plus de tarifs d'achat obligés, comme c'est le cas pour des installations de plus petite puissance. Il faut passer par des processus d'appel d'offres nationaux qui sont un petit peu plus complexes, mais c'est des choses qui peuvent tout à fait être envisagées par les collectivités. D'accord, merci. Ce que je propose, c'est donc maintenant que vous avez expliqué finalement c'est quoi le thermique, c'est quoi le solaire photovoltaïque, ce qu'on voulait faire, c'était vous montrer c'est quoi les grandes étapes entre l'idée de se dire je veux développer du solaire sur mes toitures en tant que collectivité et la réalisation. Donc Hugo, je te laisse expliquer. En sachant que, donc là c'est une présentation de l'ASDER, mais vous avez aussi côté Haute-Savoie le SIAN, donc le syndicat d'énergie de la Haute-Savoie, qui est en mesure de vous apporter un accompagnement par rapport à ces différentes étapes et les différents acteurs qui interviennent dans les projets photovoltaïques. Oui, effectivement, on va dire qu'on a quatre grandes étapes. La première, c'est la phase d'étude du projet. Donc, c'est l'idée, on voit un bâtiment, on est intéressé pour y mettre du photovoltaïque en toiture. On peut lancer une première analyse d'opportunité que l'ASDER peut réaliser pour les communes savoyardes. En Haute-Savoie, effectivement, il va y avoir le SIAN ou potentiellement le SIAN ENR qui peut proposer un accompagnement de ce niveau-là. Et puis ensuite, si le projet le nécessite, on va pouvoir passer par une phase d'étude de faisabilité, par un bureau d'études spécialiste du photovoltaïque, également avec toute une étude structure pour s'assurer de la capacité de la charpente à reprendre la surcharge générée par les modules. Si cette première phase d'étude qui dure entre 2 et 6 mois est favorable, on va lancer le projet et on va rentrer dans une phase de développement où on va déposer une demande de raccordement sur le réseau ou alors une demande de raccordement en autoconsommation et au sein de laquelle, dans la phase de développement, on va également consulter différents installateurs. Et puis, on arrive ensuite dans une phase de réalisation. C'est le travail de pose de l'installation photovoltaïque qui nous mène à la phase d'exploitation. C'est la phase la plus longue puisqu'elle dure 20 ans. C'est la durée du contrat d'achat avec EDF obligation d'achat et qui consiste en vendre le courant et en suivre la production de la centrale avec, comme je le vois dans une des questions, une nécessité quand même d'entretenir cette centrale. Et nous, on conseille quand même s'il n'y a pas forcément de réglementation sur cette question-là, une visite annuelle de contrôle pour s'assurer du bon fonctionnement des installations, notamment sur les aspects électriques. Alors, il y a, comme Madame Barbier l'a rappelé en début d'intervention, sur les 3 territoires en question, Grand Chambéry, Grand Lac, Grand Annecy, il y a des cadastres solaires qui ont été mis en œuvre. Un cadastre solaire, c'est un outil de sensibilisation et d'aide à la décision en phase amont pour un maître d'ouvrage. Donc, on a une cartographie du territoire avec l'ensemble des toitures et un code couleur qui va faire ressortir les toitures les plus ayant le meilleur potentiel de production d'électricité photovoltaïque et thermique. Ces cadastres, ils traitent également l'aspect thermique. Et on a ensuite, sur ces toitures-là, un premier niveau d'information, à la fois technique sur les surfaces de toiture et également l'irradiation solaire reçue par ces surfaces-là, et puis des premiers chiffres économiques. Alors, je pense que vous ne le voyez pas très bien à l'écran, la diapo de droite, parce qu'il y a beaucoup d'informations avec ces petits, mais globalement, on a
un premier estimatif de la puissance installable, du coût de l'investissement et puis de la rentabilité d'une telle installation. Ça peut être très bien pour démarrer un projet. Et ensuite, quand on va développer ce projet, c'est important de se faire accompagner par les différents acteurs territoriaux, donc l'ASDER ou le CIAN pour les phases amont, et puis ensuite des bureaux d'études spécialistes sur le développement du projet. Donc, on vous a mis dans l'onglet chat parce qu'en fait, nous, intervenants, on ne peut pas taper de questions. Donc, on vous a mis les liens vers les différents cadastres solaires pour les 3 agglos. Maintenant, Hugo, je te propose de passer aux aides financières puisque c'est une des questions qu'on a souvent pour la pose de panneaux solaires. Est-ce qu'on peut avoir des aides solaires, des aides financières pour le solaire? Tout à fait. Alors là, les aides financières que je détaille, elles sont à la fois valables pour l'aspect photovoltaïque et pour l'aspect thermique. Donc solaire thermique. Le département de la Savoie, à travers le Fonds départemental d'équipement des communes, le FDEC, a des dispositifs d'accompagnement spécifiques pour financer les énergies renouvelables, dont le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. C'est des aides qui sont conséquentes. Elles dépendent du taux d'intervention des communes et sont variables du coup d'une commune à l'autre. Sur le département de la Haute-Savoie, je connais moins les dispositifs départementaux, donc je ne pourrais pas en expliquer les modalités, mais il me semble qu'il y a l'équivalent du FDEC, mais ça s'appelle un contrat départemental d'avenir et de solidarité, CDAS. On a aussi des aides de l'État qui sont véhiculées à travers la préfecture et les dispositifs DESIL, DETR, que les communes peuvent solliciter, donc à nouveau pour le solaire thermique et photovoltaïque. Sur l'aspect solaire thermique uniquement, il y a le fonds chaleur. Le fonds chaleur, c'est un dispositif de financement qui est porté par l'ADEME et qui vise à subventionner tous les dispositifs de chaleur renouvelable. Il n'y a pas que le solaire thermique, mais le solaire thermique en fait partie. Et ce fonds chaleur, c'est décliné dans les territoires via des contrats de développement territoriaux, CDT, qui sont signés entre un territoire et l'ADEME. Alors, sur la Savoie, il y a uniquement Grand Chambéry et une partie du PNR des Bauges qui est couverte par ce type de contrats de développement territoriaux, mais les autres territoires peuvent tout à fait se rapprocher de l'ADEME pour bâtir des contrats de développement territoriaux et mieux financer la chaleur thermique. Et puis après, il y a une grande inconnue, c'est celle du plan de relance. Je pense que tous autour de la table, on aimerait bien savoir comment ça va se passer. De ce qu'il ressort, c'est qu'il y aurait des contrats de relance et de transition écologique à bâtir entre les territoires, notamment les intercommunalités et l'État. Et que potentiellement, l'interlocuteur pour construire ces contrats serait la préfecture et du coup les mêmes interlocuteurs que pour la DESIL notamment. Alors, je ne peux pas vous donner beaucoup plus d'informations sur cette question-là, mais c'est des choses qui vont arriver, je pense, très rapidement et qu'il va falloir suivre. Là, on était uniquement sur les aides financières. Il y a aussi pour des collectivités qui ne souhaiteraient pas porter en propre l'investissement, et il y a beaucoup de raisons valables pour ne pas porter en propre un investissement, parce que la collectivité peut avoir un budget limité ou ne pas avoir de volonté de dédier des lignes budgétaires sur de l'investissement photovoltaïque. C'est la possibilité de tiers financement, c'est-à-dire qu'on a un tiers investisseur privé qui va venir installer une centrale photovoltaïque en toiture d'un bâtiment collectif en échange, par exemple, d'un loyer qui va être plus ou moins important en fonction de la toiture en question. Pour des gros projets, des projets de puissance importante, on va pouvoir avoir des tiers investisseurs privés classiques. Et pour des projets de puissance plus faible, donc 100 kW crête, 36 kW crête, on a des tiers investisseurs qui sont des centrales citoyennes. Il y en a une sur le PNR des Bauges, Perle, il y en a une sur Grand Chambéry, Énergie-Sim, et il y en a une sur le Grand Annecy, Solaire du Lac. C'est des montages qui sont assez intéressants parce qu'on a vraiment des acteurs locaux qui vont permettre de financer des investissements pour la transition énergétique à l'échelle de leur territoire d'intervention.
Alors, il y a une question, Hugo, ou à Marie-Claire, ou à moi, que je mets, c'est savoir avoir une idée du montant d'investissement qui serait pris en charge pour du solaire thermique ou photovoltaïque en financement public par rapport aux aides financières qui sont indiquées là dans cette diapo. C'est assez difficile de donner une idée comme ça parce que là, je parle uniquement pour la Savoie. Là, sur la Haute-Savoie, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais sur la Savoie, les communes ont des taux d'intervention qui sont différents. Donc, une commune qui a un taux d'intervention de 15% pourra se faire financer par le département jusqu'à 15% de l'installation. Une commune qui a un taux d'intervention de 45% va forcément avoir des aides financières bien plus importantes. Ensuite, les subventions des îles, des ETR, il y a aussi des montants qui sont différents en fonction des communes. Donc, c'est assez difficile de dire ça va être en moyenne tant de pourcents de financement. Je ne sais pas si Madame Barbier, vous voulez compléter. Moi, je peux compléter. Non, je peux pas. Enfin, pour ma part, je n'apporterai pas plus d'éléments. C'est vrai que les critères de subvention des départements sont souvent liés à la richesse, entre guillemets, de la commune. Donc, c'est très interdépendant et ça ne sera pas la même chose en fonction des communes. D'une manière générale, maintenant, on arrive à peu près à cumuler l'aide des départements avec la DETR ou le DESIL. Avant, ce n'était pas forcément le cas. Donc là aussi, ça dépend un petit peu de la politique qui est appliquée. Et donc, il y a ces fonds chaleur qu'on n'a pas tous, dont on ne dispose pas tous. Donc, on pourrait peut-être prendre un moment pour répondre par écrit, pour être un petit peu plus précis sur ces éléments-là, mais on ne pourra pas le faire comme ça. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que le retour d'expérience qu'on a sur tous les projets, que ce soit rénovation énergétique, énergie renouvelable, c'est que plus on s'y prend en amont à étudier la faisabilité du projet sans se poser d'abord la question des financements possibles, mais qui permet d'avoir une idée réelle de l'enveloppe nécessaire, du budget nécessaire pour réaliser son projet, plus on a de chances d'être prêt quand il y a des appels à projets de l'État ou de l'ADEME ou régionaux. Parce que souvent, et là ça va être le cas du plan de relance, c'est que l'appel à projet nécessitera peut-être 3 à 6 mois pour répondre, et que les projets où on aura l'étude de faisabilité qui est déjà faite seront les premiers à pouvoir répondre à ces appels à projets. Donc moi, en tout cas, je vous invite tous à vous rapprocher des personnes compétentes. Donc on vous mettra la liste à la fin pour déjà sur le solaire, et puis vous le verrez à l'atelier suivant sur les ENR, et puis après les autres sur la rénovation énergétique. C'est plus vous avancez rapidement dans la faisabilité de vos projets, plus ce sera facile pour nous, dans le cadre du réseau TEPOS et en lien avec nos partenaires, de vous aider à trouver les financements qui seront disponibles au moment où vous serez prêts. Pour terminer, je vous propose un petit sondage sur lequel vous allez pouvoir répondre, donc sur le côté, l'onglet sondage. Je regarde s'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. J'en profite pour remercier Franck Baruel. Donc vous avez dû voir qu'il avait répondu à plusieurs endroits en faisant part des productions de l'INES, et donc je les ai mis en contact. Donc à la fin, la dernière diapo. Pour avoir plus de renseignements. L'idée là de cet atelier, c'était vraiment en 1 heure de tenir, et on arrive à la fin. C'est que vous ayez les bons contacts, que vous voyez les différentes étapes pour mettre en œuvre vos projets, et bien sûr qu'on est tous disponibles pour répondre à vos questions en dehors de cet atelier.
Marie-Claire, si vous êtes prête à conclure, je vous laisse la main. Oui, je vais conclure très très vite puisque je crois qu'il me reste à peu près 1 minute pour vous remercier d'avoir participé à cet atelier. Vous l'aurez compris, il y a de quoi faire en matière de développement du solaire et il y a des partenaires sur les territoires savoyards. Il y a des partenaires qui sont là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à creuser le sujet et n'hésitez pas à revenir vers nous et vers les partenaires qui ont été ciblés, notamment sur cette dernière slide. Pour toute question complémentaire, on se fera un plaisir de vous accompagner.